notre invité politique ce matin, c'est Stéphane Le Foll. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire socialiste du Mans, ancien ministre. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Oriane, bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. On va parler très rapidement du Conseil national du Parti socialiste, et évidemment, mais d'abord un mot sur ce qui se passe à droite et le séisme qu'a déclenché hier Éric Ciotti, Stéphane Le Foll, Éric Ciotti et Jordan Bardella, qui ont donc annoncé un accord entre eux dénoncé par les ténors des Républicains. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix d'Éric Ciotti ? Cette fois-ci, c'est une page de l'histoire qui est en train de se tourner à droite, entre le gaullisme, après la Seconde Guerre mondiale, et puis le chiracisme, qui avait été très clair sur la question du rapport à l'époque au Front National et à Jean-Marie Le Pen. Donc cette page est tournée. Pour quel bénéfice, parce que c'est ça la question politique, au seul bénéfice du Rassemblement national. Puisque, au fond, M. Ciotti donne le quitus au Rassemblement national d'être aujourd'hui l'incarnation de la droite. C'est ça qu'il fait. Et il prend un risque énorme, parce qu'il peut considérer qu'après, il va continuer à exister, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il dit, hein. Lui, il veut sauver ses députés, qu'il aura un groupe LR. Oui, il va sauver des députés, mais ça, c'est la logique partidaire. Je vais sauver des députés. Mais politiquement, il a cédé ce qu'était la droite, jusqu'ici républicaine. Eh bien, il a cédé et il a donné cette image et ce Graal au Rassemblement national, qui cherchait d'ailleurs à tout prix cet accord, et qui a refusé l'accord de reconquête, justement pour sortir de la logique de ce qui est quand même une réalité de l'extrême droite. Mais là, Éric Ciotti, qui avait déjà pris des positions d'ailleurs qui ressemblaient furieusement à celles de l'extrême droite, mais là, c'est un blanc-seing qui a été donné. La plupart des cadres des Républicains refusent de le suivre et condamnent même sa démarche. C'est pas rassurant, ça montre pas que finalement, quand même, le parti reste dans le camp des Républicains ? Ah, mais je pense que c'est comme à gauche aujourd'hui. La question du Rassemblement national, c'est une histoire politique pour tout un tas de responsables politiques. Ça a été un combat, et je l'ai dit, je l'ai rappelé avec Jacques Chirac, mais c'était aussi à gauche, de manière, j'allais dire, consubstantielle à l'existence de la gauche, la lutte et le barrage au Front National et au Rassemblement national. Donc là, il persiste ce front quand même. Hein, aujourd'hui, ce front. Oui, ça résiste, et tant mieux. Voilà, c'est toujours une bonne nouvelle pour la démocratie et l'idée qu'on se fait de la République. Christelle. Ce matin, Emmanuel Macron organise une conférence de presse durant laquelle il compte tendre la main à tous les déçus des accords justement RN-LR, mais aussi des accords passés par la gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il faut qu'une partie du PS saisisse cette main tendue ? Le problème, la problématique de là où nous en sommes aujourd'hui est liée à Emmanuel Macron. Le côté disruptif qui a été souvent évoqué, en particulier par des sénateurs que je connais bien ici, voilà, c'est formidable, on renverse la table, on déstructure le débat politique, on déstructure les partis politiques, et puis, il n'y a qu'une seule question qui est posée, si vous voulez gouverner, c'est avec moi. Mais il n'a toujours pas compris qu'avec ce qui s'est passé, c'est justement, on veut plus qu'il soit le centre du débat. Personne ne veut que Emmanuel Macron soit celui qui continue de décider. Et ça, j'arrive pas à comprendre, si je comprends un peu psychologiquement dans quel état il est, pas à comprendre qu'après les résultats des européennes, puisque qu'est-ce qui s'est passé aux européennes ? Le Rassemblement national fait des européennes le vote sanction contre Emmanuel Macron. Qu'est-ce que fait Emmanuel Macron ? Il rentre en débat direct avec le Rassemblement national sur justement la sanction. Eh bien, il a eu la sanction. Bon, il prend une décision précipitée, sans discuter avec personne, d'une dissolution. Il met tout le monde dans l'obligation de résoudre le problème qu'il a lui-même posé en 3 semaines. Il ne fallait pas dissoudre pour vous ? Mais bien, dans ces conditions-là, non. Comment on répondait au vote des Français, vote massif? Écoutez, d'abord, ce que je vous ai dit, c'est que l'erreur qui a été faite par Emmanuel Macron, et on pourrait regarder les courbes d'ailleurs de sondage, quand Emmanuel Macron, Attal s'engage directement dans la bataille, je me souviens très bien qu'avant, on avait un Rassemblement national très haut, incontestablement, en dessous de 30, et il passe au-dessus de 30. Bon, très bien. Donc, cette stratégie, elle conduit à la situation dans laquelle on est. Il aurait peut-être fallu dissoudre ça à la rentrée parlementaire, compte tenu de l'incapacité que chacun aurait eu à pouvoir gouverner, c'était ce qui devait être fait. Mais là, prendre tout le monde de court, d'ailleurs, si j'ai bien compris, même son propre parti, même ses propres ministres, même son Premier ministre,
C'est-à-dire ça arrive... Stéphane Le Foll, aujourd'hui on en est là, c'est-à-dire que cette dissolution, oui, elle impose une tripartition de la vie politique française. D'un côté un bloc autour de Marine Le Pen, un bloc central et un autre bloc autour de Jean-Luc Mélenchon. Vous qui vous situez plutôt dans l'aile modérée du PS, vous sentez aujourd'hui plus proche d'Emmanuel Macron ou de Jean-Luc Mélenchon? Non mais attendez, c'est pas ça la question, c'est qu'aujourd'hui la modération ou l'esprit républicain ou l'universalisme républicain est en train d'être méprisé. Méprisé avec ce qui vient de se faire. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que vous n'avez pas vu que dans ce moment politique, les extrêmes ont pris une place. Et ils ont pris une place pourquoi? Parce que la question que vous m'avez posée en premier, c'est si vous voulez gouverner et si vous êtes responsable, vous êtes aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Et si vous ne voulez pas gouverner, et si vous n'êtes pas avec Emmanuel Macron, c'est que vous êtes avec les extrêmes. C'est l'architecture qui est en train de se dessiner. Non, en fait. Non, justement. Cette architecture, elle est finie. Si vous n'avez pas compris qu'Emmanuel Macron et le macronisme, c'est fini, eh bien, je vous le dis ce matin, c'est fini. Et c'est ça qu'arrive pas à comprendre Emmanuel Macron. Et c'est ça que la gauche elle-même, aujourd'hui contrainte dans le temps qui lui est imparti, est obligée de trouver une solution, va trouver une solution qui est un sauve-qui-peut, qui est un pis-aller. Mais on peut pas non plus dire qu'on va pas s'organiser pour essayer d'éviter l'arrivée au gouvernement du Rassemblement national. Parce que c'est pas un peu facile, Stéphane Le Foll, de rejeter uniquement la faute sur Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les classes populaires, les classes moyennes, les ouvriers, ils votent plus pour la gauche. Exactement. La gauche n'est plus une réponse pour eux. Ils votent pour le Rassemblement national. C'est d'autant moins facile de dire ça que je suis d'accord avec vous. La gauche, aujourd'hui, elle veut faire front au Rassemblement national. 54% des ouvriers votent Rassemblement national. Donc la question qui est posée, et je l'ai écrit, et j'étais venu un matin ici, vous le rappelez, c'est qu'on est passé de la lutte des classes à la lutte contre le déclassement. Que l'individualisme de nos sociétés occidentales a gagné la totalité du spectre social. Et ça, la gauche n'a toujours pas compris. Donc elle peut toujours, et elle doit s'opposer à ce qui nous bascule vers l'extrême, la droite extrême, et extrêmement dure, qui est en train de se passer aujourd'hui. Elle doit s'y opposer, essayer de s'engager. Mais comment on s'oppose quand on n'est pas capable d'y amener une réponse? Mais parce qu'on n'est pas capable. D'abord, la réponse, c'est pas en 3 semaines aujourd'hui que vous allez l'avoir. Je rappelle que le calendrier qui est... La montée du Rassemblement national, ça date pas d'il y a 3 semaines. Moi, j'ai contesté la ligne de la gauche. Je la conteste aujourd'hui. La preuve, c'est que toute cette séquence, et là où on en est, je n'ai pas cessé de rappeler que c'était pas comme ça qu'il fallait construire la gauche. Voilà, vous en serez tous témoins. Donc je continue à dire, sauf que là, on est à 3 semaines d'une élection législative, qu'on a donc une dissolution annoncée un soir, juste après les élections européennes, sans que personne soit prévenu, et donc la menace, elle pèse aujourd'hui. Le Rassemblement national, c'est plus l'idée qu'il pourrait être au pouvoir, il peut gagner dès les élections législatives, c'est-à-dire dans 3 semaines. Alors hier soir, votre famille politique, le Parti socialiste, s'est réuni en Conseil national. Aucun accord n'en est ressorti. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais un peu pourquoi. Là encore, débat sur le rassemblement. On essaye de faire en sorte de montrer qu'on s'oppose à l'arrivée du Rassemblement national. C'est légitime. Ce rassemblement se construit sur quelle base ? On ne sait pas, si ce n'est qu'il y aurait la totalité des circonscriptions qui seraient partagées entre les Verts, le Parti communiste, la France insoumise et le Parti socialiste. Est-ce qu'on tient compte du résultat des européennes ? Ça, on ne sait pas. Olivier Faure a dit que la donne avait changé. Oui, elle a quand même changé. C'est un désaccord sur le nombre de circonscriptions accordées aux uns et aux autres, c'est ça ? Je n'étais pas au Conseil national, puisque j'ai pris quand même quelques distances avec le Parti socialiste, et je le dis, après toute cette séquence, il va y avoir des questions et des responsabilités à assumer pour les uns comme pour les autres. Mais là, il semblerait que, sur la question des circonscriptions, c'est-à-dire quoi, la France insoumise en demande trop ? Combien la France insoumise en demande ? Qu'est-ce qu'il reste au PS qui, quoi qu'on en dise, avec Raphaël Glucksmann, est arrivé en tête de la gauche. Donc, quelles sont la répartition ? On n'a pas, et je crois que le débat a porté aussi en partie là-dessus. Puis alors, deuxième point, c'est la question programmatique. Il y a un désaccord sur le programme, sur le fond. Je ne sais pas, oui, semble-t-il qu'il n'y a pas eu de programme, ni de grandes lignes, les fameux 10 points pour les 100 premiers jours. Il n'y a pas eu de présentation des 10 points pour les 100 premiers jours hier soir. Alors à partir de là, les négociations continuent. Donc je demande, et je redis à Olivier Faure, oui, on peut avoir un rassemblement. 2, on ne peut pas passer
par pertes et profits, comme ça a été fait d'ailleurs le fameux dimanche soir avec un Raphaël Glucksmann, ou lundi soir avec un Raphaël Glucksmann sur France 2, alors que l'accord était déjà signé. On ne peut pas passer par pertes et profits. Les électeurs de Raphaël Glucksmann, parce que ces gens qui sont déplacés, on les a rencontrés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les électeurs du Olivier Faure, il trahit les électeurs de Raphaël Glucksmann. Est-ce que je vous ai dit qu'il trahissait? Je ne sais pas où on en est. Je lui dis que si là, vous savez déjà qu'il signe en tout cas un accord avec la France Insoumise. Je répète, il y a eu un vote aux européennes qui a déplacé du monde, plus de 50%, même si on est toujours que sur un électeur sur deux. Mais pour les européennes, c'est important. On a rencontré des électeurs qui ont voté pour la liste de Raphaël Glucksmann, et avec un message qui était assez clair. Ça leur faisait plaisir, pour la première fois, de revenir et de voter pour une liste qui était pro-européenne. Alors ensuite... Pour vous, c'est un vote anti-Mélenchon? Oui, mais c'est un vote. Mais bien sûr, il y a eu un vote qui s'est déplacé, pas anti-Mélenchon uniquement, mais parce qu'il y avait un projet et une adhésion. Il faut quand même raisonner politiquement en dehors de ce qu'est la sphère de la personnalisation. Oui. Ce que vous voulez dire, c'est que cet électorat-là ne se reportera peut-être pas sur une union de la gauche? Le mépris, je le dis encore une fois, et surtout par rapport à ce qui est souvent dit, en particulier par Jean-Luc Mélenchon et tous ceux qui sont derrière lui. Le peuple, le vote, le peuple appelle... Oui, ben là, il y a eu un vote. Donc la première partie de la négociation, quand on est là pour éviter le pire, c'est-à-dire l'arrivée du Rassemblement national, c'est de respecter aussi le vote qui a eu lieu à gauche. Mais alors ce serait quoi respecter ce vote? Mais sur la question, mais je ne veux pas rentrer dans la tambouille, on n'en a rien à faire. Mais c'est quoi les questions importantes? Écoutez, c'est le rapport entre la France Insoumise et le PS. Le PS aujourd'hui... Là, vous êtes sur le nombre de circonscriptions, c'est bien ça. Je ne suis pas, c'est vous qui me posez la question. Juste pour que ce soit clair, Stéphane Foll, vous dites pas il ne fallait pas faire d'accord avec la France Insoumise pour ces législatives. Je ne m'opposerai pas à un accord, compte tenu de l'urgence et compte tenu du fait que la bataille contre le Rassemblement national, elle a toujours été une bataille de la gauche. Donc je ne vais pas m'amuser. Et pour faire quelle proposition aujourd'hui? On n'a pas le temps de faire d'autres propositions. Donc ce que je dis simplement, c'est que dans ce cadre-là, il y a un respect à avoir pour les électeurs, pas pour les leaders, pas pour les partis, pour les électeurs. Parce que si on est conscient de la menace, et si on veut la conjurer, il faut que tout le monde puisse y venir. Il faut que tout le monde puisse comprendre le message. Et c'est bien là qu'est le sujet. Et est-ce qu'en termes de programme, il y a des lignes rouges pour vous qui ne peuvent pas être franchies? Écoutez, ce qu'avait dit Raphaël Glucksmann le soir où il s'est exprimé sur la question européenne, et quand j'ai entendu d'ailleurs M. Coquerel dans la foulée dire oui, sur l'Europe, non, nous on ne veut pas sortir de l'Europe, mais on veut sortir des traités. Ça, c'est une ligne rouge. Écoutez, ou alors, le vote ne sert plus à rien. Voilà. Et certains peuvent le penser. Il a énoncé un autre point qui semble viser la France Insoumise, c'est la brutalisation de la vie politique. Oui. C'est une autre ligne rouge pour vous? Bien sûr. Et puis, cette brutalisation, ces images à l'Assemblée nationale, ces discours, ces manifestations, ces provocations. Si on continue comme ça, il ne faut pas s'étonner qu'après, dans la rue et dans la société, ces provocations et cette manière d'exercer la démocratie finissent par se diffuser partout. C'est bien le problème des extrêmes, et c'est bien le problème d'Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est qu'on a une société qui est en train de se diviser, se cristalliser et s'opposer. Voilà. Alors qu'il faudrait quand même essayer de la rassembler. Si ces deux points n'étaient pas acceptés par la France Insoumise, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais ces deux points, ils sont à accepter si on veut être cohérent avec l'enjeu qui consiste à être rassemblé pour empêcher l'arrivée ou la victoire absolue du Rassemblement national. Ça, c'est la vérité. Et puis, deuxième point, cette idée qui consiste à dire aussi que dans toute une partie de notre pays, la France Insoumise, en termes de candidature, en particulier dans le milieu rural, je peux le dire, pour être d'un département rural, pour être d'une circonscription que j'avais gagnée, celle de François Fillon, il faut bien réfléchir, là aussi, à la manière dont on va présenter des candidatures. Parce qu'il y a aujourd'hui une dichotomie qui s'est installée profonde entre les zones urbaines et dans les zones urbaines, une partie de ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville, et puis tout le périrural, le périurbain et le rural, qui votent totalement différemment. Donc il y a aussi ces questions-là. Donc dans les négociations, et moi je ne vais pas y participer, puisque d'abord j'y suis pas invité, mais je rappelle que la première des choses, c'est de respecter le vote qui s'est porté sur la liste de Raphaël Glucksmann. Vous craignez que ce ne soit pas le cas?
Je crains évidemment que finalement, ce vote Raphaël Glucksmann n'est servi à rien pour le Parti socialiste. C'est un peu l'impression que ça a donné. C'est qu'en l'espace de 10 minutes, on est passé de... on est arrivé en tête, tout le monde était content. D'ailleurs, certains se sont exprimés le soir, le dimanche soir, et puis hop, on est passé tout de suite à il faut se rassembler. Et je l'entends. Pour éviter le Rassemblement national, c'est un combat historique. Et quand vous êtes dans une ville comme la mienne, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui vous interpellent, ils vous disent mais qu'est-ce qu'on va faire? Faites quelque chose, faites quelque chose. Donc on ne peut pas rester en disant eh bien, j'ai rien à vous proposer sauf à critiquer tout le monde. Raphaël Glucksmann et les gens qui sont sur sa liste se sont un peu fait voler leur victoire. Oui, ils se sont fait voler leur victoire. Ce qu'il faut faire attention, c'est toujours par rapport à l'objectif qu'on se fixe. Est-ce que c'est rassembler pour gagner? Si c'est rassembler pour gagner, il faut respecter tout le monde. Si c'est se rassembler pour donner à certains l'impression qu'ils ont pris leur revanche en l'espace de 10 minutes après les élections européennes, je pense à la France insoumise, ça ne marchera pas. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon a fait une nouvelle OPA sur la gauche? En tout cas, il a réussi à revenir et à finir une campagne extrêmement dure, où il a cherché à atteindre ces 10% qui sont pour lui son socle de base, sur lequel d'ailleurs il s'appuie pour la présidentielle. Il a cherché jusqu'à la fin, en clivant, en étant souvent dans la provocation, pour justement attirer... Notamment sur le conflit israélien. Et notamment sur le conflit israélien. Est-ce que ça, c'est un point de clivage aussi? Bien sûr que c'est un point de clivage. Ça a été un point de clivage. C'est une ligne rouge. Vous l'avez vu pendant toute la campagne. Mais c'est une ligne rouge aujourd'hui dans les négociations. C'est une ligne rouge. C'est une ligne rouge. Après, quelle est la ligne rouge entre qu'est-ce qu'on fait pour éviter que le Rassemblement national gagne en France, qui est aussi historiquement une ligne rouge que tout le monde avait fixée? Et en répondant à cette question, quelles sont les autres lignes rouges de ceux qui, aujourd'hui, ont construit aussi un débat politique qui laisse trop d'espace aux extrêmes. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quelles que soient les lignes rouges des uns et des autres, la gauche doit partir unie à ces élections. Quelle que soit, c'est pas qu'elle doit partir unie, c'est si elle a un objectif pour éviter le pire, je considère qu'on ne peut pas faire autrement. Et dans les 3 semaines qui sont imparties, on n'a pas le temps de réorganiser un débat politique qui pourtant devra de toute façon porter sur autre chose. Pourquoi ? Et je le rappelle, on est avec 54% des ouvriers qui votent pour le Rassemblement national. Les mêmes qui parlent du social. Je le répète, je le rappelle, on est passé de la lutte des classes, et il va falloir quand même que certains arrivent à y réfléchir, à la lutte contre le déclassement. Mais comment pouvez-vous entendre sur des sujets qui concernent les Français? Par exemple, la réforme des retraites. Le Parti socialiste n'est pas pour le retour à 60 ans. Les Insoumis veulent le retour à la retraite à 60 ans. Comment vous allez vous entendre sur... Mais moi, vous me posez une question dont je vous ai déjà répondu 10 fois. L'entente sur qui va gouverner, d'ailleurs, on ne l'a pas. Du côté du Rassemblement national, c'est clair. Vous avez des adjafistes qui sont sortis. C'est qui? Laurent Berger, c'est pas une bonne idée, c'est ce que dira... Non, mais Laurent Berger, d'abord, on ne donne pas le nom d'un responsable syndical qui a été aussi important, comme ça, sans que lui-même s'exprime. Vous dites, j'ai pensé à Laurent Berger pour être Premier ministre. Ah bon? Et lui, il y a pensé? Non. Donc moi, je ne suis pas du tout sur cette manière de faire de la politique. Bon, voilà, alors c'est peut-être vieux jeu, mais enfin, il y avait des règles avant qui étaient beaucoup plus... qui permettaient aussi d'organiser un débat. Bon, voilà, donc, mettons Laurent Berger de côté. Qui, aujourd'hui? Vous avez entendu parler? Quel est sur le programme? Vous parlez d'un programme. La seule chose que j'accepte, moi, c'est de dire qu'il y a tout un tas d'électeurs qui sont terrorisés par l'arrivée du Rassemblement national. Qu'est-ce qu'on leur dit? On recommence une tambouille? Non. On essaye de dire, voilà, oui, on va essayer d'éviter le pire, et en même temps, il va falloir penser autrement demain. C'est ce que je dis. Plus immédiatement, qui est-ce qui doit mener la campagne des législatives aujourd'hui à gauche? Normalement, ceux qui devraient mener à la campagne législative à gauche, c'est ceux qui sont arrivés en tête des européennes, puisque la donc Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann ou des gens du PS, puisque c'est le PS qui, dans cette élection, qui a conduit. C'est le PS qui, dans cette élection, qui a conduit à la dissolution, est arrivé en tête. Voilà. Bon. Et oui, quelle est la discussion? Déjà, Raphaël Glucksmann et Olivier Faure, ils ne sont pas d'accord sur la ligne. Mais oui, ils ne sont pas d'accord sur la ligne. Je vous l'ai dit. J'en prends acte. Je ne peux pas vous dire autre chose. Non, mais est-ce que vous comprenez que du coup, il y a un manque de lisibilité? Ça va être compliqué de mener campagne quand vous n'êtes même pas d'accord sur la ligne pendant cette campagne. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que cette campagne, c'est 3 semaines. Qu'est-ce qu'ils cherchent à éviter? C'est le pire. Qu'est-ce que les électeurs qui vous disent « Mais qu'est-ce que vous faites? Comment on fait ?» Voilà, on évite le pire. Est-ce que ça construit quelque chose pour demain? Vous avez la réponse, je vous l'ai dit. Cette gauche, elle a besoin de repenser, de se repenser totalement.
Alors vous disiez au début de notre échange, après cette séquence des législatives, il va falloir que des décisions importantes soient prises. Vous pensez à quoi exactement? Écoutez, je pense à ce que je viens de vous dire, c'est que si on continue avec une gauche qui s'extrémise comme elle s'est extrémisée, qui est dans la provocation perpétuelle, dans la brutalité, et en plus dans une lecture politique qui ne correspond plus à ce que souhaitent les ouvriers et les couches populaires. Mais c'est quoi les décisions pour le PS? C'est quoi les décisions que chacun... Parce qu'on imagine qu'après les législatives, vous allez reprendre la parole pour dire des choses. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Mais qu'est-ce qu'il faudra faire? On aura l'occasion d'en discuter. Pour l'instant, on a 3 semaines avant les législatives. Donc la première et l'étape qu'il faut qu'on franchisse, au mieux, c'est celle-ci. Voilà, le reste, je vous l'ai dit, il y aura nécessité de prendre à la fois des décisions et de changer de stratégie, de changer de ligne si on veut réussir. C'est tout, pour offrir une alternative et être en capacité d'être en une alternance. Parce que c'est ça le sujet. L'alternative politique, il y en a toujours. Hein. Vous avez, dans la radicalité, c'est une alternative politique. Quand on dit qu'il faut une alternative de rupture, comme le répète la France Insoumise, c'est une alternative. Le problème, est-ce que ça fait une alternance? Non, ça ne fera pas une alternance. Donc ça veut dire que ce nouveau Front populaire, il doit être temporaire, mais pas pérenne. Ce nouveau Front populaire, il a été fait. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui... C'est un accord électoral, quoi. Ça a été annoncé, c'était lundi soir, hein, c'est ça? Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de candidat au poste de Premier ministre, on n'a pas de programme, et on n'a pas l'accord électoral. Et d'ailleurs, je le rappelle, et je le dis aussi à la direction du Parti Socialiste, quand il y avait la gauche plurielle, c'était pas sur 100% des circonscriptions qu'on passait un accord. La gauche plurielle, c'était des circonscriptions qu'on réservait pour un certain nombre de partis pour avoir une représentation à l'Assemblée nationale, puis après, chacun se comptait. Je prends Paris, par exemple, la menace du Rassemblement national, elle n'y est pas, elle n'existe pas. Qu'est-ce qu'on va imposer? Ça veut dire que la gauche pourrait partir séparément à Paris, sur les circonscriptions parisiennes? Si la logique, c'est on est contre le Rassemblement national et l'arrivée du Rassemblement national. À Paris, je crois que le Rassemblement national, même s'il arrive à faire 6 ou 7%, ce qui est là aussi... Il est loin derrière Raphaël Glucksmann. Et puis loin derrière Raphaël Glucksmann, loin derrière loin derrière la Renaissance, loin derrière... Il n'y a pas de risque d'arrivée de députés, alors à moins que sur une circonscription derrière, et à ce moment-là, on traite la circonscription. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée, qui est portée d'ailleurs par la France Insoumise, de dire non, c'est toutes les circonscriptions où on aligne des noms partout et où on donne tant de circonscriptions à la France Insoumise, tant au PS. Qu'est-ce que c'est que cette manière Un dernier mot, Stéphane Le Foll, puisque pendant la campagne européenne, Raphaël Glucksmann, il a été attaqué par une partie de ses adversaires de gauche qui disaient voter Glucksmann, c'est le retour de Hollande. Vous souhaitez son retour, vous, de François Hollande? Non, mais alors là, sur cette histoire, ça c'était l'argument très facile pour essayer de justifier, là encore, une ligne politique. Moi, je n'ai pas à souhaiter un retour. Moi, j'ai à souhaiter le fait que la gauche se repense et soit capable à nouveau d'attirer et d'intéresser les Français et les Françaises. C'est ça mon problème à ce stade. Et puis là, compte tenu de ce que nous avons devant nous, c'est d'essayer d'éviter effectivement le pire. Et je comprends tous ceux qui sont venus me voir à longueur de journée et de matinée dans les jours qui ont suivi et les heures qui ont suivi les résultats, ils sont tous inquiets. Bon, ben voilà, on essaye d'apporter une réponse rapide, puisque le président de la République a donné à chacun que 3 semaines. C'est ça le sujet. Merci Stéphane Le Foll. Merci d'avoir été notre invité. Christelle Hague de La Dépêche. Les grandes manœuvres à l'Assemblée, on vient d'en parler. C'est à lire dans La Dépêche. Pour l'Assemblée. Merci Christelle. On reparle évidemment de tout ça dans le club.